Votre magazine, avec pharmashopdiscount.com, votre parapharmacie en ligne à prix cassé. Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club, avec aujourd'hui pour invité Quentin Nicole, l'incontournable capitaine du Var, réserve de l'équipe réserve du Var, qui au terme d'une superbe saison s'est incliné dernièrement en finale du championnat de France d'élite 2 face à l'ogre de Villefranche-Aveyron au Moulin. Et Franck Sulpice, le créateur de Fitness Squad, une plateforme logicielle destinée à faciliter la vie des joueurs et des staffs de leurs échanges à propos de la préparation physique et de la vidéo. Et le troisième sera Jean-François Albert, qu'on ne présente plus, mais qui n'est pas encore arrivé dans nos locaux, car pris actuellement par les occupations professionnelles, mais qui nous rejoindra avant la fin de l'émission. Quentin, quand on est issu d'une famille trésiste comme vous, que l'on a comme grand-père Jacques France, alias le Tripier, et qui a été international, talonneur international à la grande ASC, oui. On ne peut que se tourner vers le rugby un jour ou l'autre. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, ça s'est fait assez tôt. Hein. Ça s'est tôt dès les premiers pas à la maison des jeunes. Voilà, c'était jaune et noir. C'est lui qui vous a... Non, il ne m'a jamais obligé. Il m'a accompagné, mais il ne m'a jamais obligé. Ouais. Donc ça s'est fait tout seul. Et vous, personnellement, vous n'avez jamais été tenté par un autre sport, à la base déjà Non, jeune, j'ai fait du judo, un peu de pelote basque et du 13. D'accord. C'est tout. Vous avez effectué donc, vos premiers pas dans les rangs de la MJC à l'époque, donc vous êtes arrivé très jeune, non, je crois. Oui, en Poussin. Poussin, on était primaire, donc à 7 ans, déjà les crampons. Et vous avez fait toutes vos armes, donc, oui. Jusqu'à l'équipe junior, jusqu'à l'équipe élite. Voilà. Donc ensuite vous avez intégré l'équipe élite, vous êtes resté 3 ans. 3 saisons. Oui, à peu près 3 saisons. Et après, j'ai basculé du côté de Villefranche. Oui. Vous avez basculé, on explique un peu pourquoi. C'était en 2015, je crois, c'est ça? Oui, c'est une période où le club avait connu quand même quelques turbulences financières, administratives aussi. Ouais, je crois que le comité directeur avait démissionné. Donc, voilà, c'était avant. C'est une histoire. Vous êtes allé voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Voilà, ça s'est fait. Et comme il pleut avantage dans le Cabardès. C'est sûr, au pied de la montagne noire, il pleut toujours un peu plus. Donc vous avez retrouvé le Var. C'est eux qui vous avez sollicité ou c'est vous qui avez poussé la porte? J'avais fait quelques matchs avec eux. Et du coup, voilà, ça s'est fait naturellement. Moi, je commençais ma carrière professionnelle sur Carcassonne. J'avais un peu moins de temps. Le projet Elite 2 aussi était très sympa. Donc voilà, ça s'est fait tout seul. Je ne suis pas mécontent parce que ça va faire bientôt 10 ans. Presque 10 ans, oui. Que je suis là-bas. Donc, ouais. Vous avez trouvé dans ce club ce que vous étiez allé chercher? Mais j'ai trouvé ce que j'attendais du rugby. Ouais. Voilà, c'est-à-dire C'est-à-dire un petit club qui est familial, qui fait confiance, qui a quand même pas mal de prétentions, hein, parce que depuis qu'on est là, les premières années étaient dures parce qu'il faut s'acclimater au niveau. Et puis depuis, voilà, on cherche le haut du tableau, on a fait un doublé en 2018, on a fait 2 finales de plus. Donc voilà, il faut de la compétition et un esprit familial. L'esprit quand même, un esprit familial, ouais. Et puis voilà, une certaine joie de vivre hein, quand même. Ouais, bon. Ça fait partie du rugby. Il y a la pression des résultats, mais il n'y a pas que la pression des résultats, il y a aussi tous les à côté qui sont sympathiques. Donc le Var s'est donc incliné en finale du championnat de France. Bon, c'est vrai que la barre était haute puisque Villefranche était invaincu à ce jour, il l'est toujours d'ailleurs. Ouais. C'est une rencontre que vous avez vécue comment? Une première mi-temps quand même où le Var fait bien mieux que se défendre, puisque ça tourne à la mi-temps, c'est encore jouable. La finale, bon, Villefranche était un champion indiscutable et je les félicite, ils sont invaincus sur la saison. Je pense qu'ils avaient le projet de monter en Élite 1 qui était prêt. Et c'était une rampe de lancement, donc c'était un rouleau compresseur sur l'année. Sauf que sur une finale, on s'était dit que tout peut se passer. Il suffit qu'ils aient un jour de moins bien, et que ce soit ce jour-là, et que nous on se transcende, voilà. Donc on y allait sans pression, mais pour gagner.
Voilà, donc sur le match, il n'y a pas photo, ils sont au-dessus et c'est légitime. On a donné ce qu'on a pu et c'est ce qui était le plus important, c'est de sortir sans regret. Voilà. Justement, si vous aviez un seul regret sur ce match, ce serait lequel? De ne pas avoir été régulier pendant les 80 minutes. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à la mi-temps, on n'est pas si loin au score, mais en termes de jeu, on n'est pas si près. C'est le physique qui a parlé, en fin de compte? Le physique, oui, parce qu'au bout d'un moment, de défendre et de prendre de la pression en continu, au bout d'un moment, ça craque. Ça, c'est le 13. Ouais. Maintenant, si on vous avait dit en début de saison, peut-être que vous termineriez second de la saison régulière, que vous disputeriez une finale. Ouais, je l'aurais signé, même si c'était les objectifs du club. Dès le premier entraînement, les objectifs du club, c'était de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on finit 3e et on fait une finale à l'extérieur, une demi-finale à l'extérieur. Donc cette année, faire mieux, c'était 2e et une demi-finale à domicile. Donc le contrat est rempli, le plus c'était de faire la finale, mais on va dire, je l'aurais signé, mais ça faisait partie des objectifs du club quand même. Pour revenir sur Villefranche, là, bon, c'est une équipe donc, qui a des ambitions qu'ils ont justifiées. Vous qui avez joué contre des clubs d'élite assez récemment, en Coupe de France notamment, est-ce que vous les voyez être taillés quand même pour tenir une saison au niveau supérieur? Une saison, ça va être compliqué pour eux. Après, il faut qu'ils se renforcent un petit peu quand même sur certains... Se renforcer, il faut toujours une saison, c'est long. On ne sait pas à quoi s'attendre sur des blessures, sur des suspensions. Il faut faire attention. Après, cette année, on a rencontré en Coupe de France Albi. Albi qui est finaliste de l'Élite 1, deuxième. Donc c'est sûr qu'ils s'accrocheront peut-être sur un match, mais avoir le niveau de Albi, Carcassonne, ils l'auront pas l'année prochaine. Mais c'est pas grave que ce ne soit pas l'année prochaine. Il faut qu'ils se construisent. Voilà. Donc l'année prochaine, je ne les vois pas dans les 2 premières places, mais dans quelques années, si le projet est bien mené... Puis en 2 saisons, bon, ils avaient une autre expérience, peut-être Pia, mais en 2 saisons, ils ont réussi à... Il faut, le projet, je pense, qui est à long terme, et c'est comme on en parlait, c'est un club qui est structuré, c'est un club ancien, donc qui a les reins solides, qui a sa place en Élite 1, parce qu'il est là depuis longtemps. Et voilà, je leur souhaite le meilleur. Puis c'est bien pour l'Élite 1 qui est un club hors des PO qui puisse se développer. Il est prématuré d'évoquer la saison prochaine, puisque celle-là termine en peine. Quel visage pourra avoir quand même l'équipe là, puisqu'il y a certains cadres qui ont manifesté le désir de prendre un peu de recul? Ensuite, est-ce que les joueurs, comme on évoquait tout à l'heure en off, est-ce que les joueurs qui venaient de Carcassonne, les jeunes, est-ce qu'ils seront... Enfin, quand on parle avec eux, ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont vécu cette saison. Je pense qu'ils 4 ou 5 étaient contents. Qui vous ont rejoint, on était vraiment... Bon, je pense qu'ils ont passé une bonne saison et on le voit parce que, par exemple, là, on prépare un voyage de fin d'année, il y a quasiment tout l'effectif qui vient. Donc ça veut dire que tout le monde a pris le... Donc vous allez refaire un voyage, expliquez-moi là un peu. ça reste en off, mais ça prouve un petit peu l'ambiance qu'il y a dans cette équipe et l'esprit. Donc c'est hyper important. Et puis sportivement, je pense que c'était le bon niveau pour eux, quoi, parce que c'est vrai que bon... C'est un tremplin, il y a certains qui doivent viser plus haut. Ça leur a permis d'avoir une saison avec du temps de jeu un peu plus que ce qu'ils auraient eu en Élite 1. Certains, on va dire anciens, parce que je ne veux pas dire vieux, parce que d'ailleurs on m'en voudrait, mais il est inusable, j'ai l'impression qu'il ne va jamais s'arrêter. Il fait encore mal, hein, donc voilà. Ludo Renu a souhaité prendre un petit peu de recul par rapport, parce qu'il a quand même un travail usant qui demande pas mal de déplacements. Après, je n'ai pas de connaissance d'arrêt. Je pense que les jeunes, je leur souhaite qu'ils soient appelés à plus haut niveau. Donc ça veut dire qu'ils ont tapé dans l'œil, que ce soit avec Carca ou autre. Mais j'espère quand même qu'on va garder, et je pense qu'on va garder un effectif bien compétitif. Alors, par contre, quand comme le VAR cette année on joue une finale, bon, même si on la perd, mais que celui qui vous a battu monte à l'étage supérieur, ça veut dire qu'à la saison prochaine, vous serez sûrement les favoris dans cette Élite 2. Si au premier entraînement, on nous dit que l'objectif c'est de faire mieux que cette année, voilà. Vous savez ce qui vous attend. On sait ce qui nous attend.
Oui, vous qui avez évolué plusieurs saisons sous le maillot de Carcassonne 13, donc, à l'époque de la SEC, comment jugez-vous jusqu'à ce jour le parcours de Carcassonne? Parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un doublé qui est possible, il n'y a rien de mieux. Hein. Finale, en ayant regardé la finale de coupe et la demi, je les sens très sereins, notamment en défense. Et donc, je ne veux pas leur porter quoi que ce soit. Donc, oui, Jean-François nous en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a eu le plus de... Non, franchement, c'est parfait. Ils ont construit un effectif qui est extrêmement compétitif et complémentaire. Parce que là, ouais, ils ont une sacrée génération. Franck, vous êtes donc le créateur de Fitness Squad, une plateforme logicielle destinée à faciliter la vie des joueurs et des staffs donc, dans leurs échanges à propos de la préparation physique et de la vidéo. Est-ce que vous pouvez sommairement nous présenter votre société, oui. Ou votre activité, je ne sais pas comment on l'emploie. Oui. En fait, Fitness Squad, c'est un logiciel AMS. C'est une plateforme logicielle AMS. AMS, c'est AMS expliqué, voilà. Oui. Management System. Donc, en gros, c'est une plateforme où on va réunir tout ce qui concerne le management des athlètes. Donc, leur partager les fichiers vidéo, les fichiers d'entraînement, tactiques, etc. Et tout ce qui concerne la préparation physique. Donc, prendre des questionnaires de forme, établir des statistiques et des graphiques sur leur préparation physique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège des choses qui se passent déjà d'habitude via des échanges WhatsApp, des tableaux Excel, des tableaux Google Sheet, etc. Et on vient tout mettre au même endroit, faciliter les choses, pouvoir qu'il n'y ait que certains joueurs qui voient certaines choses ou pas, etc. Et tout ça, en fait, c'est l'outil de travail du préparateur physique. On vient faciliter le travail en priorité du préparateur physique et un peu à côté de l'analyste vidéo. C'est une application que tous les joueurs auront, qu'aura le staff, enfin... Oui, c'est une application mobile pour les joueurs. Et pour la partie staff, c'est mobile ou ordinateur. Les joueurs ont quelques données à rentrer là, sur leurs aptitudes physiques dans certains domaines plus que d'autres Oui, en fait, on construit vraiment ce que le préparateur physique veut. Donc en fonction de si lui, il suit les poids, s'il suit l'état de forme, le questionnaire de Hooper par exemple le matin, as-tu bien dormi, as-tu des courbatures, etc. Là, les joueurs vont le remplir, mais c'est le préparateur physique qui établit quel type de données il veut que les joueurs remplissent. Et on vient lui construire ce qu'il veut. Il vous passe commande en quelque sorte des données qu'ils veulent. D'accord. Et vous appliquez. D'accord. Comment vous est venue cette idée? Parce que vous êtes sportif vous-même, je pense. Oui. En fait, je fais la préparation physique en rugby à 15 à Castelnaudary, donc en Fédéral 1. Et dans mon passé, j'ai entraîné en triathlon et au sein des armées. Quand je suis arrivé dans le milieu du rugby, j'ai trouvé ça très très déstabilisant en fait, d'avoir les joueurs qui n'étaient pas au quotidien forcément avec moi, qui étaient un peu disséminés, plus réactifs on appelle, donc avec parfois un travail à côté, parfois non, mais chacun qui suivait un peu son programme d'entraînement, c'était très difficile d'établir la charge d'entraînement globale de toute l'équipe et pouvoir réadapter. Au début, on n'a pas dû vous bénir quand même, non? Parce que vous avez dû bousculer certaines habitudes. Mais donc voilà, le but, en fait, si on connaît la charge d'entraînement plus ou moins des joueurs actuels, on peut réadapter les contenus qu'on va leur proposer en concertation avec les coachs, etc. Et c'était très difficile à faire. J'ai cherché des logiciels, notamment que j'utilisais avant, mais le problème, c'est qu'ils étaient très onéreux et très rigides, parce qu'ils étaient adaptés à la théorie de la préparation physique pour le sport de très haut niveau. Et en fait, ils ne s'adaptaient pas forcément à un emploi du temps plus souple, la possibilité de louper un entraînement parfois, etc. Donc j'ai créé quelque chose qui était plus simple et plus vulgarisé, quoi, plus modulable. Voilà, plus utilisable, d'accord. Justement, à qui ça s'adresse, ce Fitness Squad? À tous les sportifs de tout niveau? Alors, la cible, c'est amateurs élites, donc amateurs de bon niveau qui s'entraînent beaucoup, etc. Et semi-professionnels, voire les premiers niveaux de professionnalisation, jusqu'à des budgets de club de 3-4 millions d'euros, voire 5 millions d'euros. À partir du moment où est-ce qu'on s'entraîne 2-3 fois par semaine et qu'on joue tous les week-ends, c'est qu'en général, on a un projet compétitif et qu'on n'aime pas forcément perdre. Donc on essaie de mettre en place des process pour gagner, donc à partir de ce moment-là. C'est ce que vous avez retrouvé à Carcassonne, peut-être? Voilà, oui, c'est le cœur de cible, c'est les clubs comme ça.
C'est une plateforme donc, logicielle qui est développée par des préparateurs physiques pour des préparateurs physiques. Là, vraiment, tout le monde est dans le même milieu et tout le monde sait quoi on parle. Quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment le point de contact avec les clients préparateurs physiques, du coup. Et je reste préparateur physique. C'est pas une... demain, on va pas avoir la taille de Facebook quoi, comme entreprise. Et moi, je garde mon activité de préparateur physique et c'est vraiment un contact comme ça. On échange même ensemble sur nos pratiques de préparateur physique, les tests qu'on peut effectuer, etc. Et ça reste un outil que j'ai développé pour les préparateurs physiques, mais je reste moi préparateur physique de métier. C'est Quentin qui vous a mis en relation avec Carcassonne, je présume. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Et depuis quand c'est appliqué? Depuis le début de la saison? Alors depuis le début de la saison, Quentin a sa version, mais ça a été vraiment mis en place et ça tourne vraiment très bien auprès des joueurs depuis la deuxième partie de saison plutôt, le temps d'avoir mis les choses en place. Vous équipez des équipes en d'autres disciplines également? Oui, en rugby à 15, en football et en e-sport. Donc les joueurs professionnels de jeux vidéo, ils ont aussi de la préparation physique. Donc voilà. Vous êtes un ancien fusilier marin, donc je pense que le sport pour vous, ça ne va pas avoir trop de secret. Quoi. Ouais, vous avez toujours baigné là-dedans, oui, j'imagine. C'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Ouais. Ouais. Votre discipline préférée, vous me disiez le trail ou les rêves? Alors moi personnellement, c'est vrai que je pratique un peu plus les sports individuels, donc triathlon, trail running. Et j'ai fait pas mal d'arts martiaux aussi, sports de combat, voilà, jiu-jitsu brésilien, ce genre de choses, j'aime bien. Bon, en tant que préparateur physique, j'essaie de rester ouvert et de pratiquer le plus de disciplines possible parce qu'en fait, c'est des cercles très fermés, on a beaucoup de méthodes qui sont par habitude dans beaucoup de sports et c'est toujours enrichissant en fait, de voir comment les autres fonctionnent, d'aller jeter un œil dedans. Oui, ça simplifie les échanges en plus. Voilà. Finesquad donc, a été lauréat d'Open Carca. C'est un concours qui est dédié aux créateurs d'entreprises qui sont assez innovants dans leur domaine, ce qui a été votre cas. Hein. C'est un bel exemple d'encouragement pour une société qui a combien d'années là? La société elle a 1 an et 3 mois. C'est encourageant. Oui, et puis Open Carca, l'entreprise était toute jeune. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. De toute façon, ça m'a permis en plus d'avoir une exposition médiatique, etc. Je suis accompagné par l'agglomération de Carcassonne aujourd'hui, avec un système d'accompagnement sur le plan business, comprendre les business plans, les données financières et des bureaux. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qui a séduit le jury pour vous attribuer ce prix? L'originalité de votre projet ou... Oui, je pense l'authenticité aussi, c'est-à-dire que dans le sport, toutes les innovations sont toujours pour quelqu'un qui va innover dans le rugby à 15. Il va chercher à améliorer Antoine Dupont en fait. Et jamais personne innove pour la base qui est pourtant, il y a 350 000 licenciés en rugby à 15, à 13 je ne sais pas le chiffre, mais un peu moins peut-être. Mais en gros, tout petit peu. Mais l'idée c'est ça, moi j'ai pas innové pour l'équipe de France, j'ai innové pour les joueurs qui passent 10, 15, 20 heures par semaine à s'entraîner dans la semaine et qui vont essayer de gagner le dimanche, mais qui passent pas sur TF1 quoi. Et donc je pense que ce côté authentique du projet, c'est ça qui a un peu fait la différence. Donc si le 26 mai Carcassonne venait à être champion de France, ce titre ce serait aussi un peu le vôtre? Oui, un tout petit peu alors, mais oui. Merci en tout cas pour ces explications, c'est très bien fait, pour un produit qui est très bien fait aussi je crois. Jean-François, nous allons revenir donc sur le rugby terrain, j'allais dire. Donc avec les U19 qui se sont inclinés assez lourdement en demi-finale du championnat de France à Villeneuve le week-end dernier. Donc un score lourd puisque 54-0. Mais un score qu'il faut quand même minimiser peut-être parce que compte tenu des attitudes des joueurs et des paramètres extérieurs, peut-être c'est un peu immérité une telle lourdeur. Voilà, alors minimiser non, puisque c'est le score. Relativiser oui, parce qu'on était très contrariés avec Michael et Gérald sur la prestation des garçons, puisqu'ils ont mis un certain nombre d'ingrédients dans cette rencontre, en particulier sur le début de match, et on s'est retrouvé pris dans une espèce de tourbillon là, où on a été pénalisé systématiquement et on a été véritablement privé de ballon. Et quand même, le rugby à 13, il a ça de terrible. Hein, quand tu n'as pas le ballon, si tu défends, tu finis par charger.
voilà, ce que je dis aux garçons à la fin du match et qu'on partageait évidemment avec les collègues, c'est que je ne pense pas que Villeneuve-sur-Lot vaille 54 et je ne pense pas que les U19 carcassonnais valent 0. Je crois qu'il y avait, voilà, eux ça fait un peu de surcote et nous ça nous fait passer, c'est ce qui nous a le plus froissé, ça te fait passer pour des pimpins en quelque sorte, parce que quand tu prends 50 paires là, en demi-finale, tu te dis qu'est-ce qu'on fait là, alors que je crois qu'on méritait d'y être, ne serait-ce que par la saison qu'on avait fait, et puis le barrage qu'on est quand même allé gagner à l'extérieur à Albi, voilà, on était très frustrés parce qu'on n'a pas eu l'impression, voilà, tout n'a pas été aussi clair et quand il y a un peu trop d'injustice et que ça va vraiment que dans un sens. Non, l'arbitre, je peux le dire tranquillement, mais je n'ai pas l'habitude de le dire, mais non, là on s'est heurté à un arbitrage qui était vraiment à sens unique et qui a déstabilisé vraiment tout le monde. Voilà, la seule bonne nouvelle, c'est que les garçons ne se sont pas complètement emportés et donc ils ont vécu une sale journée, nous aussi. On est rentré tard et voilà, quand les valises sont pleines et que la tête elle est occupée par d'autres choses que des actions de rugby, c'est fatigant. Voilà. Donc, voilà, le lendemain nous a fait du bien à tous. Compte tenu des difficultés rencontrées tout au long de la saison quand même, pour constituer un effectif stable, puisque ça a beaucoup tourné, les garçons sont venus, ils ne sont pas venus, le bilan est quand même satisfaisant. Sans parler comptablement, mais si vous voulez... Non, le bilan est satisfaisant. Il y avait deux choses. Les garçons ont progressé. Voilà, on était parti sur une ligne que... On en avait déjà parlé, il me semble, sur une émission. On était très clair avec nous-mêmes quand on a pris l'engagement de se mettre avec les U19. Notre priorité, c'était que certains joueurs puissent accéder à l'équipe 1 le plus rapidement possible. Et dans ce domaine, alors je ne dis pas on a réussi, parce que ce sont les joueurs qui ont réussi, mais on a amené des joueurs à pouvoir vivre ce genre de match et surtout à démontrer qu'ils avaient leur mot à dire et que l'avenir pour eux, il était tout tracé. Après, il leur reste à continuer à travailler, mais on a décelé et mis en valeur des potentiels réels pour notre équipe 1 de l'année prochaine et des années futures. Oui, il y a eu presque une dizaine de garçons qui ont, neuf garçons ont joué en première cette saison au moins un match et plusieurs garçons ont joué plusieurs matchs. Donc ça, c'était très bien. L'autre côté, c'est vrai que quand on est rentré après un petit peu dans le dur de la compétition, mais on est compétiteur aussi, on a eu envie d'exister en tant qu'équipe aussi, et pas faire exister que l'individu. On s'est qualifié, donc ça c'était bien. On a une seconde phase un peu dommage, puisqu'on aurait même pu se qualifier directement pour une demi-finale. Oui. Voilà, c'est comme ça. Là, on a été victime à la fois des blessures, à la fois de notre politique à nous, qu'on partageait avec Fred complètement. Oui, puisque sur certains matchs, vous avez fait monter des garçons en élite, alors que... Voilà. On a privilégié ce qu'on avait dit, on a été cohérent, on a dit, on jouera avec une équipe plus faible aujourd'hui, mais c'est parce qu'on veut voir ces garçons au niveau dessus, donc... Ça, c'était très très bien. Et j'allais dire sur l'ensemble, ce qu'on vit en ce moment est plutôt très très intéressant, puisqu'on avait dit qu'on maintiendrait nos entraînements le plus longtemps possible. Enfin, on espère arriver... Ça va continuer d'ailleurs, voilà, après ce que me disait Mika. Voilà, on devrait travailler jusqu'au 15 juin comme ça. Et on a intégré tous les U17 aussi aux entraînements, ceux qui montent, mais ceux qui ne montent pas aussi, pour essayer de créer justement une vraie émulation chez eux. Parce qu'on se rend compte aussi que, et ça on en avait parlé, on a d'ailleurs c'est intéressant d'ailleurs parce que la fin de la saison du 19, elle révèle ça aussi. On a deux équipes qui sont très au-dessus du lot et malgré tout on a vu une équipe de Toulouse exploser complètement. C'est une équipe catalane qu'ils avaient battue le week-end d'avant. Et on voit bien que quand on dit 2 joueurs, 3 joueurs, ça ne change pas une équipe, évidemment que c'est faux. 2, 3 joueurs, ça change une équipe. J'ai vu les Catalans perdre le week-end dernier et là, passer quasiment 70 points à une équipe de Toulouse qui représentait le très très haut du pavé. Donc je crois que dans cette catégorie, tout est fragile parce que ça manque de joueurs et à la fois c'est ce côté passionnant d'essayer de recréer quelque chose. On a vraiment envie qu'il y ait une identité carcassonnaise très forte dans notre groupe. Donc ça aussi, on privilégie aussi clairement des garçons qui sont de l'académie, qui sont là et qu'on a envie d'emmener au bout. Mais bon, il y a
y a du boulot, mais là, en ce moment, on se dit que on est dans le vrai parce qu'on voit des jeunes garçons très enthousiastes à l'idée de jouer la saison prochaine, et ce n'était pas le cas il y a un an. Oui, il y a un an, on cherchait un peu... Puis ça peut éviter une certaine démobilisation estivale qui y est inévitablement, mais si on peut la repousser, l'été, comme je leur avais dit, l'été c'est pas le 15 avril les copains, hein, c'est un peu plus tard, donc il faudrait qu'on respecte les saisons aussi. Donc, voilà. Donc en ce qui concerne l'élite, donc le dimanche 26 mai, Carcassonne sera en Narbonne pour essayer pour disputer la 23e finale de son histoire, essayer de remporter un 13e titre de champion de France. À l'évocation de ces statistiques, quand même, on peut mesurer le poids de Carcassonne 13, du rugby à 13 sur la ville aussi quand même. Exactement, hein, exactement, parce qu'il y a... Carcassonne est un club qui n'a pas échappé au haut et au bas, mais force est de constater qu'on est plus souvent en haut qu'en bas, hein, puisqu'il y a une régularité quand même. Et bon, la Coupe de France, c'est encore plus flagrant, mais même en championnat, Carcassonne est souvent au bout et souvent dans les finales. Et c'est très bien. Et effectivement, ça marque notre ville, hein, qui est quand même... qui le sait d'ailleurs. Hein. Je n'ai jamais entendu M. le maire parler autrement de Carcassonne 13 ou de la SC 13 comme un des fleurons de la ville de Carcassonne. Donc voilà, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà, pour en arriver là, bon, Carcassonne a dû s'imposer, j'allais dire, assez facilement contre Pia, donc 44-4. Le week-end dernier, c'est un match où on peut avoir quelques enseignements quand même sur ce style de rencontre. Même si ça paraissait facile. Oui, il y a toujours un enseignement à en tirer. Tout à l'heure, Quentin l'a dit, l'équipe, elle affiche une véritable sérénité. Donc, elle a attaqué le match par le bon bout, sans s'affoler. Elle a mis son jeu en place. Elle a, ce qu'on voit depuis un moment maintenant, hein, depuis plusieurs mois, elle a très vite su scorer, elle a très vite su... C'est ce qui nous manque un petit peu, certaines, voilà. certaines fois auparavant. S'il y a un enseignement à en tirer, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie maturité, il y a une vraie stabilité, il y a une vraie régularité dans cette équipe. La chose qui nous a un peu plus contrarié sur ce match-là, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas laissé passer des occasions franches comme on a laissé passer. En première mi-temps notamment, oui, ça a été... Ce match aurait pu être totalement tué. Il peut y avoir 30-0 à la mi-temps. Voilà, donc c'est le seul point, mais c'est bien, parce que ça va nous permettre d'y travailler pendant 15 jours, d'en parler. Et voilà, quand on s'engage dans une finale, il faut qu'on se dise que si on doit marquer, il faut qu'on marque. Et après, Quentin en a parlé aussi tout à l'heure, il y a une solidité défensive et une équipe qui panique pas trop, en particulier quand elle est sur sa ligne. On a de nouveau dimanche très bien défendu la ligne d'un but. Hein. On s'y retrouvait plusieurs fois. On a subi plusieurs fois les assauts pianins. On se fait briquer une seule fois au final. Mais après, on sent que cette équipe, elle a gagné aussi en solidarité, en intelligence défensive aussi. Hein. Après, c'est vraiment un binôme, là, Fred et Teddy, mais Teddy, il est vraiment sur cette spécialité-là, et il amène, au-delà de sa rigueur, j'allais dire naturelle, il amène une vraie science de la défense, et une vraie analyse, et je pense que les joueurs adhèrent complètement, parce que tout simplement, c'est bien de se sentir en réussite en attaque, mais c'est bien de se sentir en réussite en défense aussi. Et là, aujourd'hui, on a un vrai équilibre. Mais d'ailleurs, ce n'est pas une opération ponctuelle, puisqu'on a eu à peu près le même schéma que contre les Ignans, pour la finale de la Coupe. On sent qu'on met la main sur le match et puis on étouffe au fur et à mesure. C'est ce qui est un peu perdu, je pense. Puis à un moment donné, qui a dégoupillé un petit peu, qui se retrouve avec des cartons. Oui, je pense que Pia, après, et ça se comprend, hein, l'opération de déstabilisation, ça passait par une grosse entame de match, et ce qui n'a pas été forcément le cas. Enfin, assez paradoxal, parce que on a subi des gros plaquages, parce que Pia a mis beaucoup d'intensité dans le démarrage du match, mais par contre, ils avaient beaucoup de mal après à exister quand ils attaquaient eux. Donc, et ils avaient bien fait de faire ce choix-là. Hein. Ils ne pouvaient pas être dans une opposition attentiste quand tu es en demi-finale contre Carcassonne à la maison. Si tu attends, c'est pas possible. Donc, ils ont vraiment jeté beaucoup d'énergie là, et je pense qu'ils le payent. Et après, on sait très bien que voilà, il y a plusieurs joueurs dans cette équipe dont on savait qu'il y avait une petite fragilité, justement, sous fatigue, une capacité à s'énerver réelle.
Voilà. Après, moi, c'est un peu ce que je regrette. C'est que Pia a grandi par rapport à la saison dernière, hein, puisqu'il se retrouve aujourd'hui quelque part aux places d'honneur. Hein, quand tu es en demi-finale du championnat de France, tu ne vas pas rougir. Hein. Après, voilà, il faut aussi être capable à un moment donné, quelle que soit l'issue du match ou de la rencontre, d'avoir le comportement qu'il faut pour être à cette place-là. Là, ce qu'ils nous ont montré, après ça reste des comportements individuels, hein, mais c'est toujours fâcheux parce que ça ternit un peu leur copie. Voilà, je veux dire, on est tous d'accord que perdre à Carcassonne en demi-finale quand tu n'es pas le favori et que ça peut pas être, il n'y a rien de honteux dans tout ça. Voilà, donc à des moments, il faut rester. Il faut accepter. Ouais, il faut accepter. Et même si c'est toujours dur d'accepter la défaite, mais vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, Quentin a dit, c'est le meilleur qui a gagné, Villefranche. Alors, je ne vais pas jeter les chaises sur la tête, hein, donc c'est comme ça. Il faut aussi accepter. Hein. On dit qu'il ne faut pas subir. D'accord, mais il faut accepter. Le sport, il a ses règles et ça en fait partie. Il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre, sinon c'est plus le sport. Bon, en finale sera donc Albi, une équipe qui a battu Carcassonne 2 fois cette saison, hein, mais qui n'est pas imbattable puisque les Ignal les a battus 2 fois également. Donc ça laisse la porte ouverte à toutes les perspectives. Hein. Ben, on va dire que c'est un scénario assez inédit sur la saison qu'on vit, puisque nous on termine premier. Et j'allais dire largement de l'exercice, avec 2 défaites contre la même équipe que nous avons joué en finale. Bon. Alors moi je trouve qu'il y a plein de signes finalement qui sont pas mal. Il y a aussi une vraie difficulté pour le premier d'être champion de France depuis plusieurs saisons. Donc du coup là on s'y présente avec un format un peu différent, parce que l'équipe qu'on joue on ne l'a jamais battue. Donc finalement le risque qu'on prend c'est de les battre. Et objectivement, on ne va pas se mentir, je pense qu'on peut les battre. Quelle impression vous ont laissé les Tarnais sur cette demi-finale face à Limoux? Ben, il y a eu vraiment de tout. Il y a eu vraiment de tout dans cette demi-finale. Elle était très intéressante, elle a été enflammée à certains moments. Et puis à des moments, il y a j'allais dire, les 2 équipes ont connu des trous d'air assez curieux. Donc, mais plus compréhensible peut-être au niveau de Limoux, qui était quand même un peu affaibli par rapport à son équipe type. Voilà. Mais bon, Albi était pratiquement au complet, si ce n'est au complet d'ailleurs. C'est vrai que, bon, paradoxalement, c'est à 12 qu'ils ont trouvé les ressources nécessaires pour... Ouais, voilà, où le scénario, il est intéressant pour eux. Ça veut vraiment dire que Albi était ultra motivé pour jouer une finale du championnat de France, puisque le scénario tel qu'il se déroule, je pense qu'on était nombreux à penser que Limoux allait passer, parce qu'un carton rouge à la 40e et se dire on va jouer toute la seconde mi-temps en sous-nombre face à une équipe de Limoux dont on sait que quand elle commence à attaquer, elle est capable d'être très dangereuse. Et elle l'a montré en première mi-temps, où elle est revenue tambour battant sur ses albigeois. Elle aurait même pu peut-être breaker avant la mi-temps une fois de plus. Et là, on a vu une équipe d'Albi faire preuve de beaucoup de solidarité, mais aussi d'intelligence, hein, puisqu'ils ont vu que Limoux était justement... je pense que Limoux a quelque peu paniqué par rapport à la configuration de ce qui se passait. Et à 13 contre 12, plutôt que de se poser, de bien reprendre ce que certainement avait demandé en plus Maxime. Hein. J'ai beaucoup de doutes sur le fait que Maxime demandait de taper au 2e ou au 4e tenue. Ils sont précipités un peu. Voilà, il y a eu beaucoup de précipitations à un moment donné et qui a finalement fait le jeu d'Albi. Albi a senti au fil des minutes qu'il y avait une équipe en face qui justement était en train un peu de perdre le fil de ce qu'elle devait faire. Et eux, ils se sont accrochés d'une part. Après, il y a des faits de jeu, mais quand on a des joueurs comme Tony Gigot, quand on a des joueurs comme Cancé, ou des gens comme ça qui sont capables de faire la différence sur un coup, ben, il faut faire attention. Voilà, il y a une interception qui est vraiment voilà, qui fait mal aux yeux, mais c'est comme ça. C'était évitable. Voilà, ça fait partie des erreurs, mais quelque part, qui s'explique. Hein. Voilà, les uns s'étaient mis dans une configuration et Albi était dans une autre configuration. Et on a senti finalement qu'ils allaient être capables d'inverser une tendance et remporter. Et finalement, après, on dit toujours de notre championnat, on peut faire plein de remarques, mais il y a une constante, c'est que quand même le premier et le second se retrouvent en finale depuis 3-4 saisons et que ça ne va pas être que le hasard, la preuve. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent le second qui gagne. Hein. C'est vrai. Mais c'est rare, faire mentir c'est rare quand le premier se présente avec 2 défaites face au second. Ouais.
Un point de règlement pour l'expert que vous êtes là. Nitin Pedrero a pris donc un carton rouge. Est-ce qu'il doit jouer la finale normalement? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe là. Quelles sont les règles fédérales en la matière? Alors, règle fédérale, le joueur qui a pris un carton rouge, il est suspendu au moins pour le match qui vient. En l'occurrence, il n'en reste qu'un. Albi a la possibilité d'effectuer un certain nombre de recours, qui, je suppose, sont en cours. Donc voilà, après c'est la commission... C'est suspensif le recours? Non. Non, il n'y a que pour le dopage que le recours est suspensif. En termes de discipline, ça ne se passe pas comme ça. Mais la suspension automatique après un carton rouge d'un match, après, on verra. Moi, j'ai été longtemps à la CNED, ce n'est pas des moments faciles, puisque forcément, il y aura un peu de pression un peu sur tout le monde. Mais après, ce n'est pas la CNED qui a fait la bêtise. Et quel que soit le niveau du joueur ou sa respectabilité, il y a des choses qui ne se font pas. En l'occurrence, là, voilà. En conclusion, je vais vous demander si vous la sentez bien, cette finale, individuellement. Oui, quand même. Même s'ils ont perdu les 2 matchs, ils sont au-dessus. Franck? Oui, aussi. Je la sens bien. Moi, je la sens bien. Oui. Ça m'a contrairement étonné. Et bien voilà, espérons que vous vous sentiez bien, les garçons, et que le résultat soit à la hauteur de vos espérances ou de vos convictions. Voilà, donc la semaine prochaine, nous serons à quelques jours de l'événement, donc on vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission, donc jeudi soir, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. 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 Avec pharmashopdiscount.com, votre parapharmacie en ligne à prix cassé.